tarder, je vais donner la parole à M. Abdoulaye Elimane Kane, philosophe que vous connaissez, écrivain devant l'Éternel, parrain de la 24e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain qui vient de se passer. Et Abdoulaye Elimane Kane, qui est le cousin de notre auteur, va nous parler de Cheikh Hamidou Kane. Abdoulaye Elimane Kane, vous avez la parole. Merci bien. Merci beaucoup, président de séance Hamidou Dia, doyen Cheikh Hamidou Kane, professeur Amadouli, chers parents, chers collègues, chers amis. Est-il encore besoin de présenter Cheikh Hamidou Kane, un auteur dont tous les critiques s'accordent à dire que son œuvre est devenue un des classiques de la littérature africaine et mondiale. Dans l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, au moins 2 textes peuvent être considérés comme des présentations de l'auteur au sens strict qui est donné à cette expression dans cet ordre du jour. Il s'agit de la contribution du professeur Hamidou Dia, qui se trouve dans cet ouvrage en annexe à la page 277, avec comme titre « Éléments biographiques sur Cheikh Hamidou Kane, figure emblématique de la littérature africaine ». Il s'agit d'autre part de la contribution de votre serviteur à la page 19 dans la rubrique témoignages. On pourrait y ajouter d'autres témoignages figurant dans ce livre et même par extension certaines parties des brillantes analyses techniques faites par les éminents auteurs des textes rassemblés dans cet ouvrage. C'est par conséquent pour se conformer à une tradition de cérémonie de dédicace-présentation que ce volet, justement présentation de l'auteur, est maintenu. Mais je me prête volontiers à cet exercice en raison de ce qui, indépendamment de la littérature, me lie à Cheikh Hamidou Kane. Nos 2 grands-parents paternels sont des frères. Et contrairement aux apparences, c'est le mien qui est l'aîné et les siens le Benjamin, qui vient après un cadet dont il descend encore par sa mère et qui est l'arrière-grand-père de Hamidou Dia. Il est aujourd'hui l'un des 3 patriarches d'une famille se réclamant d'un même ancêtre. Un patriarche auprès de qui nous allons prendre conseil et instruction pour des conduites et missions familiales. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de reprendre ici certains éléments pourtant impressionnants de sa biographie désormais connue de tous, ses lieux de naissance, d'apprentissage et de vie familiale, l'école coranique et le pays des Dialobé, son cursus scolaire et universitaire assez particulier, entré tard à l'école nouvelle pour reprendre l'expression de l'aventure ambiguë, formation en droit, en philosophie, en administration, ses responsabilités de haut fonctionnaire au plan national et international, ministre dans plusieurs gouvernements du Sénégal, etc. Je limiterai cette présentation à l'évocation de 3 thèmes qui, je l'espère, vont plutôt compléter ce qu'on sait ou, d'une certaine manière, approfondir ou intensifier et concourir un peu à ce qu'on appelle dans ces livres comme sous-titre « Témoignage sur la condition humaine ». Le premier thème, c'est ce que j'appelle notre roman familial, question à propos de laquelle ne cachent pas leur scepticisme ceux qui ne veulent pas considérer l'aventure ambiguë comme une œuvre autobiographique,
préférant la regarder comme une réflexion philosophique de portée universelle. Le concept de roman familial renvoie, on le sait, à l'idée d'un mélange de réalité et de fiction, consistant à présenter une famille sous un jour avantageux, avec en exergue un élément symbolique ayant valeur d'explication de l'origine et de la continuité du lignage. Il est possible de mettre en relief maintes références indiquant que Cheikh Hamidou Kane a d'abord puisé dans une sorte de saga familiale les premiers linéaments de cette aventure. Par exemple, à l'occasion de la célébration de son 85e anniversaire à Saldé, dans le département de Podor, une foule émue l'a accompagné évidemment chez ses parents de Saldé, mais aussi au domicile qu'avait fondé le maître coranique Tcherno et au cimetière du village de Saldé, que chaque lecteur de l'aventure ambiguë sait, dont chaque lecteur de l'aventure ambiguë sait ce qu'il représente comme lieu singulier dans le destin de Samba Diallo, de l'aventure ambiguë et du fou. Ici recueilli à la fois sur les tombes de ses grands-parents et sur celles de ces modèles que sont la Grande Royale et Tcherno, pour ne citer que ceux-là. Un dernier trait à propos de ce roman familial, je signale qu'en plus d'être un équivalent de Kane, le patronyme Diallo constitue un signe d'identification, une marque d'affection et une forme de coquetterie en usage entre les membres de cette famille. Deuxième thème, la traduction de l'œuvre dans différentes langues du monde. Leur nombre est déjà considérable et les dernières concernent le Pulaar, qui a été, donc, l'ouvrage a été traduit en Pulaar par feu notre cousin Aboubakry Dème, traduit en arabe par un de nos collègues de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. On signale également une traduction en hébreu et l'annonce d'un projet de traduction en bambara il y a quelques années par l'ambassadeur du Mali à Dakar à l'occasion de la journée internationale de l'écrivain africain dont Cheikh Hamidou Kane était cette année-là le parrain. J'ignore ce qu'il en est exactement, mais j'étais bien témoin lorsque cette annonce a été faite. L'auteur pourrait lui-même nous éclairer sur les dernières initiatives relatives à cette question. Cette thématique est importante, sous de nombreux rapports, dont tous convergent vers la même idée de témoignage sur notre condition humaine. La traduction constitue un des moyens privilégiés de réduction, voire de suppression de la distance et de l'incompréhension entre les hommes. Par son biais, une présentation de l'homme à son époque et dans son milieu permet de constater combien, en dépit de leurs différences, les hommes se ressemblent. Il y a là sans doute l'un des facteurs décisifs qui explique qu'un ouvrage devienne un classique de la liberté, de la littérature. Troisième thème, une conséquence du précédent, dans une certaine mesure, et que l'on pourrait introduire par l'interrogation suivante. Quel est le destin des personnages d'un roman ou d'une fiction, d'une manière générale? La littérature universelle a produit des personnages qui ont fini par avoir une sorte de vie propre, en marquant fortement l'imaginaire collectif par la profondeur de leur caractère. Le roman, la poésie, le théâtre, les contes et les légendes, le cinéma ont fait passer à la postérité des noms de personnages qui finissent par avoir valeur d'archétype ou de stéréotype. Des exemples comme Gargantua, Tartuffe, Cendrillon, mais il y en a bien d'autres très connus. J'aurais pu faire une longue liste de cela. Mais c'est pour en venir rapidement à d'autres. On en trouve aussi en philosophie, le Socrate de Platon, personnage central de ces dialogues, et qu'on assimile à tout personnage qui semble faire preuve d'ascétisme ou d'une certaine forme de sagesse dans la vie quotidienne.
On en trouve encore dans la littérature politique. Par exemple, ayatollah. Dire de quelqu'un qui est un ayatollah, on voit très bien d'où est la source. On pourrait multiplier les exemples dans d'autres formes de littérature. Mais pour revenir au cas de l'écriture romanesque et de la fiction, l'un des signes les plus importants de ce destin des personnages, c'est leur passage dans le langage courant, forme de popularisation qui est une preuve d'adoption, et leur utilisation comme image, métaphore ou référence. Il y a lieu de se demander si, comme autre preuve de son caractère universel d'œuvre classique, certains personnages de l'aventure ambiguë ne sont pas en passe de prendre place dans l'iconographie de la vie quotidienne et dans l'imaginaire de nos sociétés africaines, la société sénégalaise en particulier, et sans doute dans d'autres pays du monde. Au moins, la Grande Royale et Samba Diallo seraient dans ce cas. On entend de plus en plus l'expression « nous sommes tous des Samba Diallo ». Mais aussi, pourquoi pas Tcherno, pourquoi pas le chevalier, pourquoi pas le fou. Ces trois thèmes me paraissent pouvoir compléter ou intensifier des éléments de biographie déjà riches et bien connus. Je voudrais donc m'en tenir à ça et je vous remercie infiniment de votre attention. Je voudrais au passage saluer quelques hommes dans la salle, parce que je ne peux pas saluer tout le monde, qui sont tous, vous comprendrez, ou bien vous me demanderez, qui sont tous un peu fous sur les bords, des fous intelligents. Je veux parler de mon grand-oncle cher Fadel Dia, dont nous lisons les belles contributions dans le Sud. Je veux parler d'un autre fou intelligent qui s'appelle Kacha, cher Hamidou Kane. Saluer aussi le professeur Laman Mbaye, immense conteur devant l'Éternel, et saluer tout le public qui est ici présent. Je voudrais donner tout à l'heure la parole au docteur Diallo, mais comme un feu follet, il vient de disparaître, il attendra. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à un autre grand-oncle à moi, amateur de niébé devant l'Éternel, qui est le professeur Amadou Ly. Alors, d'Amadou Ly, il faut dire quand même un petit mot. C'est non seulement, cet ouvrage a non seulement été fait sous sa direction, mais c'est un éminent professeur. Je disais toujours qu'Amadou Ly, chaque fois qu'il parle, bien qu'étant moi-même docteur ès lettres, chaque fois qu'il parle, il m'apprend quelque chose de nouveau. C'est un. Et deuxièmement, personne ne peut plus parler de poésie en Afrique sans faire référence à son œuvre monumentale qui est en même temps l'objet de sa thèse. Il a dirigé de nombreux mémoires et doctorats à l'université de Dakar. Malheureusement, il est maintenant à la retraite. Je dis malheureusement parce que l'université de Dakar a un problème de relève. Qu'on n'a pas suffisamment formé. Bon, mais avec les Laman Mbaye et les Mamadouba qui sont arrivés, on pense que cette relève va bientôt s'affirmer. Donc Amadou Ly, tout le monde connaît le professeur Amadou Ly. Tout le monde connaît sa rigueur, sa gentillesse, sa disponibilité et surtout son vaste savoir. Aussi, c'est à lui que je donnerai la parole sans plus tarder. Professeur Amadou Ly, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, chers parents et amis de Cheikh Hamidou Kane, mon cher Abdoulaye, mon cher Hamidou, on est vraiment en famille ici. Monsieur le directeur d'Harmattan Sénégal, je crois qu'il est sorti, dit-on.
chers collègues, chers étudiants, chers amis, distingués invités, mesdames, messieurs. Je commencerai par vous remercier d'être venus à cette petite cérémonie de lancement officiel d'un ouvrage dont l'importance que je m'efforcerai de montrer tout à l'heure est appelée à croître avec le temps. Je parle ici en tant que président du colloque, bien sûr, en tant que tête de file, même si je n'ai pas produit de texte de cet ouvrage qui s'est fait sous ma direction, et cumulativement, surtout en tant que président du CRAN, C-R-A-N. C'est une entité que nous avons créée à l'occasion des 50 ans de l'aventure ambiguë avec d'autres, n'est-ce pas? Nous l'avons porté sur les fonds baptismaux en 2011 pour célébrer le cinquantenaire de l'aventure ambiguë. Et ce cran a été porté sur les fonds baptismaux par un comité où figuraient parmi d'autres le professeur Momodouba, présent dans la salle, Sada Khan, journaliste bien connu, M. Momodou Tunkara, tout aussi connu, polémiste devant l'éternel, comme dirait l'autre, Madame Véronique Pététin, le professeur Emmanuel Magoufaï et quelques autres, dont certains ont quitté le navire pour une raison ou pour une autre. En tout état de cause, le colloque a eu lieu et s'est déroulé à la satisfaction de tous, plus particulièrement de l'auteur de l'aventure ambiguë, notre très cher et respecté Cheikh Hamidou Kane, qui nous l'a dit et répété à plusieurs reprises. Je mets une parenthèse pour saluer en particulier, comme je le fais toujours quand je suis devant un de mes maîtres, mon professeur Cheikh Fadel Dia, qui a été mon professeur d'histoire et géographie au lycée Malick Sy de Thiès en classe de 4e, il y a bien longtemps. Bien qu'il reste par ailleurs mon neveu, mais cet aspect-là, je le laisse, c'est mon maître, je lui rends hommage. Je ferme ma parenthèse et je continue. En tout état de cause, donc, le colloque a eu lieu et l'auteur donc en est satisfait. Nous devons en remercier en tout premier lieu le ministère de la Culture, plus particulièrement la direction du livre et de la lecture, dont le directeur, notre collègue et ami le professeur Ibrahim Lo, a naturellement compris l'importance du colloque, l'aventure ambiguë, un témoignage sur la condition humaine. Et il a accordé au projet d'édition des actes un soutien efficace. Qu'il en soit donc 1000 fois remercié. Nos remerciements vont évidemment au comité scientifique du colloque, malheureusement omis dans le livre. Un ouvrage scientifique, d'une manifestation scientifique, a toujours besoin qu'on cite le comité scientifique. On essaiera de corriger cette faute très rapidement. Donc, il a battu un excellent travail et il convient de le rappeler, le SCAC de l'ambassade de France a aussi appuyé et facilité la tenue du colloque. Le doyen d'alors de la faculté des lettres et sciences humaines, le professeur Amadou Abdoul Sow, récemment promu au poste prestigieux de directeur général de l'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à qui nous souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions, et le recteur d'alors de l'UCAD, le professeur Saliou Ndiaye, qui a été également promu par la suite au poste d'ambassadeur du Sénégal. Je m'y ai promu je mets un point d'interrogation, est-ce que c'est vraiment une promotion de passer de recteur à ambassadeur, mais enfin, au poste d'ambassadeur du Sénégal en République sœur de Gambie. Tous nos voeux de succès l'accompagnent. Tous ces messieurs ont également bien soutenu le colloque. Et j'en profite pour dire d'ailleurs, vous aurez constaté que tous ceux qui ont soutenu le colloque ont connu une promotion. Donc nous avons d'autres projets en perspective pour 2018. Il s'agira de fêter entre autres les 90 ans de Cheikh Hamidou Kane, en lui souhaitant d'avance de vivre encore 90 autres années, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nos futurs bailleurs donc
de fond, empreinte de la graine. Et puis, il ne faut pas l'oublier, merci à Cheikh Hamidou Kane pour l'accueil souriant, la mansuétude et la fraternelle présence tout au long du colloque. En lui présentant d'ailleurs nos condoléances attristées pour la perte de ses deux proches parents et aînés qui sont venus à l'époque, malgré leur âge très avancé, le professeur Ibrahim Won, expert en maniement de haut vol de la langue française, le médecin qui manie l'imparfait du subjonctif à l'égal de Corneille et Racine, et Abou Bakri Kane, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, homme du dialogue profond, fils de la Grande Royale. En outre, merci aussi pour l'excellent ouvrage, à savoir le très beau livre que voici, je présume que vous l'avez, à M. Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan Sénégal, et à ses experts collaborateurs. Enfin, il nous faut remercier et féliciter les auteurs des brillantes communications qui ont animé le colloque et qui constituent l'ouvrage qui nous rassemble aujourd'hui. Par la même occasion, je rends hommage aux dames André-Marie Diagne, Adama Sow-Dieye, Kourokan, Chantal Thompson, Florence Paravi, Véronique Pétain et Koudikan. Avec Liliane Kestelot, cela fait 8 femmes qui, avec leurs homologues mâles, au nombre de 14, ont tenu à exprimer leur reconnaissance au père de la Grande Royale, père entre guillemets, mais aussi de la vieille Rella, de Kumba, de Lucienne, d'Adèle, ces grandes figures féminines sans lesquelles la condition humaine dont il est question dans l'intitulé du colloque ne serait pas complètement prise en considération. Voici venu le moment de parler tant soit peu du contenu scientifique de l'ouvrage qui nous rassemble. J'ai essayé en vain de me décharger de cet exercice périlleux sur un de mes collègues plus jeunes, mais ils m'ont renvoyé le bébé avec un art consommé de l'éludation qui m'a laissé sans moyens. Mais notre excellent collègue, le professeur Abdoulaye Kane, ayant, avec le brio qui lui est habituel, présenté l'auteur et le contenu philosophique et familial, et plus largement culturel de l'ouvrage, ma tâche s'en trouvera facilitée. Alors, le colloque, l'aventure ambiguë, un témoignage sur la condition humaine, tenu à la faculté des lettres et sciences humaines de l'UCAD du 22 au 24 février 2011, a été important en ce que ce fut un colloque d'envergure nationale. 2 universités, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar d'une part et l'UGB d'autre part, ayant été impliquées. Mais ce fut aussi un colloque international du fait de la participation de l'université de Nouakchott en la personne du professeur Mamadou Khalidouba et de l'organisation parallèle, même si ce fut en léger décalage, à l'université Young de Salt Lake City, dans l'Utah, aux États-Unis, avec la participation de notre collègue de la faculté des lettres, le professeur Mamadou Ba, et entre autres de nos collègues Chantal Thompson et de l'université Brigham dans l'Utah, et Souleymane Bachir Diagne de l'université Columbia de Washington. Le professeur Jérôme Roger de l'université Bordeaux 3, dans son texte individuel, je n'entre pas dans les détails, c'est autour de 6 actes plus un texte inaugural, celui de Cheikh Hamidou Kane, que le comité scientifique qui a préparé l'édition des actes du colloque a regroupé les quelques 23 communications qui lui sont parvenues après avoir été mises en forme par leurs auteurs. Je veux dire qu'il y a des communications qui n'ont pas été publiées parce qu'elles ne sont pas parvenues. L'axe 1, donc, c'était la conférence inaugurale. L'axe 2, c'était la singularité de l'œuvre dans le paysage littéraire africain. L'axe 3, folie, violence et mort dans l'aventure ambiguë. Axe 4, double culture et culture de l'entre-deux. Axe 5, texte, contexte, intertexte et hors-texte dans l'aventure ambiguë. Axe 6, l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane sous le soleil de la mondialisation.
et acte 7, historicité et permanence de l'œuvre. Ce colloque a été une occasion privilégiée d'évaluer, 50 ans après sa parution, un ouvrage majeur de notre littérature sénégalaise et africaine, et même, on peut le dire avec assurance, universelle et omnitemporelle. L'évaluer dans sa perception par un lectorat de choix, on pourrait dire, avec Rifater, un super lectorat, n'est-ce pas, composé d'universitaires de haut vol, et aussi l'évaluer par rapport à son impact dans le vécu des Africains et des hommes de tous les horizons. Il n'est pas fréquent, il est même rarissime qu'un colloque porte sur un seul ouvrage. Hormis les livres sacrés des religions révélées et des œuvres majeures comme les grandes épopées du monde ou des œuvres dans les différents genres tels la poésie, le théâtre et quelques romans, il est donc rare qu'un colloque porte sur une seule œuvre. Et ce colloque a porté sur une seule œuvre et il est loin d'avoir épuisé toutes les possibilités de parcours de lecture de cette œuvre. Ce roman, ce récit mériterait donc qu'on lui consacre un autre grand colloque. Voilà à présent quelle est... Voyons donc, je vais dire rapidement la structuration, mais ce n'est pas fini. Ces actes comportent deux grandes parties, l'une contenant une allocution et 4 témoignages, et l'autre les communications proprement dites. L'allocution du président du CRAN rappelle les raisons qui ont amené cet organisme, association créée pour porter le projet de colloque et continuer par la suite la recherche sur les questions que soulèverait une lecture pointilleuse de l'aventure ambiguë. Il y a en outre les témoignages, tous très élogieux, comme il se devait, au regard des qualités de l'œuvre à l'étude. Se sont exprimés l'ambassadeur d'alors de la République du Congo-Brazzaville, l'ancien directeur général de la FAO, notre compatriote Jacques Diouf, le président de l'Association des écrivains du Sénégal, M. Abdou Alioune Badr Bey, et last but not least, le professeur Abdoulaye Elimane Kane, comme aujourd'hui en ses qualités de professeur de philosophie et de proche parent de Cheikh Hamidou Kane. Je signale que l'excellent témoignage du défunt professeur Ibrahim Won, qui n'a pas été enregistré et qui n'est pas parvenu sous forme écrite, ne figure malheureusement pas dans cet ouvrage. L'auteur de l'aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane, a bien voulu faire une communication intitulée Sur la terre comme au ciel, ou l'itinéraire des Dialobé, où il montre l'intrication de l'aventure ambiguë et de les gardiens du temple, l'une étant l'amont de l'autre, l'aval du même cours d'eau, ou encore symbolisant le monde ancien et le monde moderne des Dialobé. La première partie, intitulée La singularité de l'œuvre dans le paysage littéraire africain, comporte donc 3 articles, dont l'un d'Abdoulaye Berté étudie la structuration morphologique du roman, partie par partie, chapitre par chapitre, et la focalisation qui, en 4 phases et 15 cycles, alterne focalisation interne et focalisation externe. Mais je ne vais pas continuer sur cette lancée parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Quant aux communications scientifiques, autour de 6 actes, elles sont donc au nombre de 21, toutes abordant l'aventure ambiguë selon une perspective originale spécifique. Et il est quasiment impossible de rendre compte de chacune. Il suffira donc ici d'évoquer les 6 actes que j'ai déjà faits. Il faut seulement souligner l'effort de l'éditeur, le docteur Abdoulaye Diallo, pour la très belle présentation matérielle de l'ouvrage et en particulier pour la table des matières où les divisions internes des communications, chapitre sous chapitre, sont indiquées. En l'absence d'un index qui serait incongru, le lecteur bénéficie ainsi d'une aide à la consultation. Peut-être m'autorisera-t-on à faire un sort particulier tout de même à la communication entre guillemets de notre maître, le professeur Liliane Kestelot. Communication si particulière, si inhabituelle dans sa forme et si profondément juste dans la perception
de ce qui fait la quintessence de l'aventure ambiguë à travers l'évocation des Samba Diallo d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Liliane Kesselot, en effet, présente sa communication sous la forme d'un poème en vers libre ou libéré. Elle écrit « Je songe souvent à Samba Diallo », n'est-ce pas? Et elle continue ce Samba Diallo que ses diplômes ont coupé de Dieu, d'où une fin ambiguë d'une aventure ambiguë, je viens de la citer. Une déchirure de l'âme, une fissure de l'esprit, contradiction, compromis d'une double culture, crise à surmonter pour vivre, crise actuelle d'une jeunesse perdue, mal formée, empotée, désarmée face à la vie, sans repères, sans critères, recevant, via les nouvelles technologies, des leçons de contre-éducation de l'Occident. Et la terrible attraction, c'est encore une expression de Kesselot, vers l'Occident pour les gadgets du supermarché d'Europe, des supermarchés d'Europe. Les Samba Diallo actuels n'ont reçu de leurs deux pôles d'attraction que des bribes de chacune des deux cultures. Encore l'installation dans l'ambiguïté, d'où le recours au marabout, au désert, à la mer. Le premier Samba Diallo a eu finalement plus de chance car il a reçu deux instructions profondes. Ici, au pays, celle de Tcherno, celle du chevalier, celle de la Grande Royale, maître éclairé de sa culture africaine, et ailleurs, instruction de Descartes, de Bergson et de l'ANFOM, l'École nationale de la France d'outre-mer, que Liliane Kesselot qualifie comme parrain consciencieux de sa culture européenne. Samba Diallo, pense Liliane Kesselot, armé de pied en cap, ne fut pas à plaindre. Il a su comment lier le bois au bois et vaincre sans avoir raison. Et en même temps, comment conduire sa vie sur le chemin du salut en conservant la foi de ses ancêtres. Voici résumé brièvement le texte de Kesselot dont je recommande fortement la lecture. Mais on peut quand même discuter cette chute du diagnostic de Liliane Kesselot, Samba Diallo n'étant pas le meilleur symbole d'une sortie heureuse de l'aventure ambiguë de l'Africain en contact avec la culture occidentale. Ce serait plutôt Salif Ba, comme l'a bien montré Mamadou Khalidou Ba dans un autre texte, et plus Khalidou Ba, n'est-ce pas, qui a pu être un substitut valable de Samba Diallo. On peut ne pas être d'accord sur ce point donc avec Liliane Kesselot, mais quel texte original tout de même puissant et douloureux. Mesdames, Messieurs, le chanteur l'a dit, je vais conclure. Siou Doudjami Borom. La célébrité crée beaucoup de contraintes. Et Cheikh Hamidou Kane, nolens volens, et Machallah, célébrissime. Si les gardiens du temple constituent une suite de l'aventure ambiguë, celle optimiste que Cheikh Hamidou Kane propose, quelques 35 ans après son premier roman, et il s'est expliqué de ce trop grand espace de temps entre l'aventure ambiguë et les gardiens du temple, alors qu'assez vite, il avait achevé le manuscrit des gardiens. Il s'en est bien expliqué, peut-être pas devant tout le monde, mais c'est à la demande d'Aimé Césaire qu'il a retardé l'apparition des gardiens du temple, puisqu'on puisse œuvrer à la libération de Mamadou Dia. Eh bien, je dis bien propose, car on aurait pu aussi bien proposer une autre suite dans le genre d'un piège sans fin. Au vu de la catastrophe socio-culturelle où se trouvent encore aujourd'hui nos sociétés africaines du fait de la pérennité des conséquences malheureuses du phénomène colonisation, surtout sur les mentalités, les valeurs, les croyances, les espoirs et les espérances. Mais Cheikh Hamidou Kane, en intellectuel hybride et résolument optimiste, a voulu voir le verre à moitié plein dans les gardiens du temple et occuper le verre à moitié vide. Et en quoi la célébrité est-elle un fardeau? C'est que, avec sa très grande politesse, Cheikh Hamidou Kane nous a tous reçus
avec ou sans rendez-vous, et s'est prêté ici ou ailleurs dans le monde à des milliers de questions de chercheurs, d'élèves, de simples lecteurs. Et il lui a fallu voyager presque partout dans le monde avec les conséquences physiques de cette activité débordante. Il a fallu d'ailleurs y mettre le holà. En cette prochaine année 2018, il est clair que, sauf exception très particulière, il restera ici et désormais recevra très peu. Car je rappelle que, né en 1928, Cheikh Hamidou Kane, Dieu merci, comme on dit, Yal na fi yag lol te am gwër, aura atteint l'âge canonique de 90 ans, c'est-à-dire qu'il aura atteint le statut de jeune vieillard. Et spontanément, ici en Afrique, noire francophone, à tout le moins, nous avons tenu chaque fois à célébrer avec force les 90 ans de nos grands intellectuels, les 90 ans de Senghor à l'UNESCO à Paris, et ici même à l'UCAD, les 90 ans de Césaire à Fort-de-France, Momodouba, les 90 ans, puis les 100 ans de Bernard Dadier à Abidjan, et il y en a eu d'autres, et il y en a en préparation d'autres. C'est pour cette raison que je propose, au nom du CRAN, dont je reste d'ailleurs le seul membre après des défections inattendues, donc que l'année 2018 soit une année Cheikh Hamidou Kane. Nous écrirons au ministre de la Culture pour lui suggérer quelques activités pour marquer ses 90 ans. En attendant, mesdames, messieurs, merci pour votre raisonnable attention. Qui est tout le temps présent quand il y a des activités culturelles, ce qui m'a réjoui beaucoup. Je voudrais également saluer, je suis dans le choix pas bien pour Nyan Kane, en vous disant que Feu son mari, Fadel Kane, a été le premier instituteur de l'école de Tikité dans ma plus enfance. Je n'étais pas encore à l'école. Et que c'est là-bas que nous sommes connus, Fadel Kane, qui est un de mes oncles qui nous a quittés très tôt. Saluer. Et il a été le premier à faire une thèse de doctorat 3e cycle sur l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, sous ma direction, il y a bientôt 30 ans. Ah oui, oui, c'est vrai. Il ne faut pas qu'on oublie notre très très grand footballeur, Elhadji Mansour Sy Souris, ancien ministre du sport. Vraiment que je demande d'applaudir fort, n'est-ce pas? Et tout le monde connaît ses exploits de footballeur, où on lui a raconté ses exploits de footballeur. Je crois que, je ne sais pas, mais il était au réveil de Saint-Louis, à Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, et Souris, il vient de son nom, n'est-ce pas? C'est un footballeur qui, comme une souris, n'est-ce pas, allait marquer constamment des buts. Donc, vraiment, je salue sa présence. Lui aussi, c'est un habitué des activités intellectuelles. Comment oublier mon cousin, Abdoulaye Racine Kane, qui est ici présent, enfin, et tout le monde. Avant que moi-même je prenne la parole, avant l'auteur qui va conclure, je pense que Dr Diallo, on peut vous donner peut-être la parole maintenant pour votre petit mot. C'est pas grave, hein, que ce soit au milieu, à la fin. L'essentiel, c'est que vous dites votre petit mot. Voilà. D'avoir été associé par le professeur Amadouli, avec qui nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler pour la fabrication de cet ouvrage. Il l'a dit, la direction du livre et de la lecture, bras armé du ministère de la Culture, nous a accompagnés dans cette aventure. Et voilà, je ne suis pas peu fier du résultat qui en est sorti. On a vraiment fait un très bon travail. Et remercier tonton Cheikh aussi surtout d'avoir bien voulu nous prêter, mettre à notre disposition ces magnifiques tableaux qui nous ont permis de faire la couverture de l'ouvrage.
Sur le fond, je crois que des personnes plus avisées que moi sont revenues. Je voudrais juste appuyer cette proposition du professeur Amadouli sur la nécessité quand même d'organiser les 90 ans de Tonton Cheikh. Et puis, aller dans le sens, Tonton Cheikh, quand même, je pense qu'on en a une fois parlé dans votre salon, comment faire pour, je ne sais pas moi, en dehors de ces deux écrits que sont L'Aventure ambiguë et Les gardiens du temple, publier, parce que quand même vous avez beaucoup d'écrits, vous avez écrit beaucoup, comment essayer de faire une sorte de somme de tous ces écrits qu'on peut, je ne sais pas moi, publier peut-être à l'occasion, Tonton Amadou, de ces 90 ans que nous nous apprêtons à fêter. Et puis voilà, L'Aventure ambiguë, c'est c'est ce livre qui nous a appris à lier le bois au bois, qui parfois aussi, beaucoup entre de nos collègues, nous a appris quand même à avoir raison, à vaincre sans avoir raison plutôt. Et puis, d'un autre côté aussi, je ne sais pas, en comparaison par rapport à cette trame, beaucoup d'entre nous ont fait cette aventure, mais on est revenu. Et on est resté nous-mêmes, en tout cas on essaye de rester nous-mêmes. Voilà, je ne sais pas du tout. Est-ce que, je ne sais pas, c'est peut-être une question que je poserai aux universitaires qui sont là. Est-ce que, s'il fallait comparer l'itinéraire de Samba Diallo du temps de l'arrivée de la colonisation et de cette jeunesse aujourd'hui africaine qui... c'est-à-dire qui tente toujours cette aventure. Le rapport a certes changé quand Samba Diallo partait et peut-être les Samba Diallo d'aujourd'hui qui partent. Je ne sais pas, ma question n'est pas très claire, Tonton Amadou, mais je crois que vous avez saisi un peu ce que je veux dire. Merci à tous d'être venus et voilà, j'attends encore les manuscrits de Tonton Wan et de Tonton Cheikh. Permettre de dire quelques mots. Évidemment, vous avez raison, professeur Amadouli. L'Aventure ambiguë est un témoignage sur la condition humaine. Et c'est un livre c'est paradoxal, qui est devenu plus lisible maintenant que nous sommes dans un contexte mondialisé. Comme si l'auteur l'avait pressenti vers la fin des années 50. Moi-même, L'Aventure ambiguë, quand je l'ai lu, j'étais à Saint-Louis du Sénégal, au lycée Charles de Gaulle. J'avais 15 ans et ce livre se trouvait dans les centres culturels africains qui ont malheureusement disparu maintenant, n'est-ce pas, Tonton Kacha? Parce que les intellectuels africains avaient créé partout des centres culturels africains. C'est là-bas où j'ai découvert ce livre. Naturellement, quand je l'ai lu, une première fois, bon, j'ai compris quelque chose, mais disons très franchement que je n'ai pas compris grand-chose. Après, une deuxième lecture plus attentive, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il raconte mon histoire à moi. Et j'ai usé de ce que Clément d'Alexandrie, un grand philosophe, a appelé la théorie du larcin, que les Grecs auraient commis au profit de Jésus-Christ. Parce qu'on lui demandait, mais comment ça se fait que dans l'enseignement du Christ, on trouve beaucoup de choses qui viennent de Platon? Il dit non, ce sont les Grecs qui ont commis un larcin avant même que Platon ne vienne. Alors, je disais donc, M. Kahn a commis un larcin. Parce qu'au fond, je pensais qu'il racontait ma propre vie. Je me permets, je sais que ça ne lui plairait pas, de lire la très belle préface qu'il m'a faite,
la commenter un petit peu, et puis bon, conclure. À Hamidou Dia. En dehors de l'auteur que je suis, nul ne ressemble autant à Samba Diallo, du fait de l'origine, du double itinéraire parcouru, que mon neveu Hamidou Dia. Comme moi, et à la différence de Samba Diallo, il a survécu à l'épreuve et est rentré au pays. Hommage ne saurait être plus beau pour moi, plus rafraîchissant et plus encourageant pour moi. Mais au-delà de cet hommage, ce que l'auteur de l'aventure ambiguë veut dire, c'est qu'on nous a appris à l'école nouvelle l'art de vaincre sans avoir raison. Il est peut-être temps d'apprendre, le temps est venu, d'apprendre l'art de vaincre en ayant raison. Et cela est parfaitement possible. Alors, cet itinéraire dont il parle, je vais vous en dire quelques mots. Le doyen Cheikh Hamidou Kane a fait le foyer ardent à Saldé sous la férule de Thierno Mokhtar. Moi-même, j'ai fait le foyer ardent sous la gentillesse, parce que pas sous la férule, de Mohamed Al-Hafiz Gadio, qui était le fils de son maître. Ensuite, il a fait Saint-Louis, comme lui. Moi aussi, j'ai fait Saint-Louis, des années plus tard. Ensuite, il est allé faire philosophie, comme lui. Moi aussi, je suis allé faire philosophie. Ensuite, il est resté beaucoup d'années d'errance, pour parler comme Senghor, à l'étranger. Moi aussi, je suis resté beaucoup d'années d'errance, pour parler toujours comme Senghor. Ensuite, il est revenu au pays natal, et moi aussi, je suis revenu au pays natal. Voilà les ressemblances entre Cheikh Hamidou Kane et moi. Et ensuite, il s'appelle, tonton, il faut me pardonner, il s'appelle Hamidou Kane, parce qu'il n'est pas cher. C'est son homonyme qui est cher. Donc c'est mon homonyme, hein, c'est Hamidou Kane, son vrai nom, n'est-ce pas, Ablaye? Il s'appelle Hamidou. Voilà, il s'appelle Hamidou, mais son homonyme, lui, était un cher. Donc lui, c'est mon homonyme aussi. Donc Hamidou Kane, Hamidou Dia. Donc voilà les quelques mots que je voudrais ajouter à cela, en disant que l'aventure ambiguë a une valeur universelle. Alors, il m'a raconté quelque chose qui lui est arrivé en Turquie. Il était là et les gens ont su qu'il était là-bas. Alors, un groupe est venu le voir en lui disant, mais est-ce que vous avez fait vos études en Turquie? Est-ce que vous étiez là? Il dit non. Les gens lui répondent, mais ce que vous racontez dans l'aventure ambiguë, c'est comme ce qui se passe chez nous. Alors vous voyez déjà l'universalité de cette aventure. Un mot sur l'autobiographie. L'aventure ambiguë n'est pas une autobiographie. Elle a prétexté de l'autobiographie. Il y a des éléments autobiographiques, certains là-dedans, mais cela n'en fait pas une autographie. Autographie. Même s'il y a des éléments autobiographiques, certains dans ce livre. C'est une réflexion sur notre humaine condition, c'est une réflexion d'actualité qui nous invite tous, et surtout la jeunesse de maintenant, à savoir que rien n'est possible sans cette conscience que nous avons quelque chose à faire dans ce monde, et non pas, comme dit Césaire, que nous parasitons le monde. Non, nous ne le parasitons pas, nous pouvons l'habiter si nous avons la conscience de ce que nous avons à y faire. Voilà, je commence à être long, mais il fallait que je dise ces quelques mots, et en disant à Diallo que je pourrais bien effectivement l'aider à ressembler et des textes qui ont été écrits sur l'aventure ambiguë, et des textes qu'il a écrits lui-même, et qu'on pourrait effectivement rassembler tout cela. Dernier mot pour la jeunesse. Nous pouvons tout faire, nous pouvons apprendre à vaincre en ayant raison,
Si, comme il le dit, avant de porter nos habits de chauffe, nous avons mis nos âmes en lieu-sûr. C'est sur ces derniers mots que j'arrête un peu ce que j'avais envie de dire. Maintenant, je passe la parole à mon oncle Cheikh Hamidou, ou bien au doyen Cheikh Hamidou Kane, pour dire un mot sur les actes de ce colloque qui lui a été consacré. Merci beaucoup. Cher Amadou, cher Abdoulaye, cher Hamidou, chers vous tous, je voudrais vous remercier pour tous êtes présents de cette nouvelle occasion que vous me donnez de m'entretenir avec vous autour de l'aventure en Libye. Amadou, tu as été une chérie ouvrière du travail qui a abouti à la production de ce livre. Je dois t'en féliciter, t'en remercier. Te remercier et te féliciter également de l'entretien que tu nous as accordé aujourd'hui en présentant ce livre. Je voudrais remercier tous les contributeurs qui sont une trentaine, qui ont produit des textes savants, riches, révélateurs sur ce livre, ajoutant à l'abondante littérature qui existe déjà autour de l'aventure de Libye. Et je dois dire que de toute cette abondante littérature, celle qui est représentée par vos contributions dans ce livre me paraît être celle qui a approché de plus près un peu ce qu'il y avait comme volonté de ma part pour parler de l'itinéraire de l'Afrique noire, du monde noir, vers la rencontre avec l'Occident, et notamment l'Occident européen. Ce livre, L'aventure ambiguë, en prenant pour exemple ma vie de la société traditionnelle vers la société occidentale moderne, a abouti à un résultat qui me laisse quelques doutes moi-même maintenant. Aventure ambiguë, quand on voit la manière dont l'existence de Samba Diallo se termine, pourrait laisser penser que je ne crois pas dans la possibilité de la conciliation, de la réconciliation, que je ne crois pas dans la possibilité d'un monde qui aura dépassé les contradictions et les drames causés à l'Afrique noire par l'intrusion de l'Occident
depuis des siècles, qui a procédé à une tentative de destruction finalement du continent noir. D'abord par la traite négrière, ensuite par la colonisation, et qui a pensé pouvoir parachever tout cela justement par la division du continent et par la colonisation, le partage, le dépeçage du continent noir, survenu à la fin du XIXe siècle. À voir que Samba Diallo est mort, on peut en déduire que, selon mon opinion, cette conciliation n'est pas possible. C'est loin d'être le cas. Et je pense que c'est pour cette raison-là que j'ai écrit Les Gardiens du Temps. Et j'ai souvent exprimé le regret que ce livre n'ait pas connu la même notoriété que l'aventure à vivre. Parce que dans ce livre, Les Gardiens du Temps, j'essaie de montrer qu'il est possible d'avoir ce parcours qu'a eu Samba Diallo et de revenir au pays et de construire avec le pays, ses populations, ses habitants, en relation avec le reste du monde, de conformité avec l'évolution historique présente, de construire un monde nouveau. Et j'ai essayé un peu dans Les Gardiens du Temps d'indiquer comment cela pouvait se faire pratiquement et matériellement, en choisissant l'exemple de Salif Diallo, de Fernon, de Dabamaï et de quelques autres personnages des Gardiens du Temple. C'est pour cette raison que, après avoir remercié tous ceux qui ont contribué, et ils sont une vingtaine, à ce livre, je souhaiterais qu'eux-mêmes et les étudiants qu'ils forment, qu'ils continuent de former, continuent de creuser un peu l'idée de la conciliation, de la possibilité de la conciliation entre l'Afrique noire, sa culture, son identité et son ouverture à la modernité. En disant ça, je crois que je me situe dans la tradition de ce qu'on a appelé les aînés du XXe siècle africain, parmi lesquels je citerai Amadou Hampâté-Bâ, Joseph Kizerbo, Senghor, Boubou Ahmad du Niger, Paul Azoumé du Dahomey, Cheikh Anta Diop du Sénégal, Ahmadou Mokhtar Mbow du Sénégal, Alexis Kagame du Rwanda, Phili Dabo Sissoko
du Soudan, Bernard Dadier de la Côte d'Ivoire et bien d'autres. À côté de ces personnes, je citerai un peu quelques-uns de leurs tuteurs, comme Khadija, la mère de Amadou Hampateba, son oncle Pategalo, son maître Tchernoboka, comme Alfred Kizerbo, le père de Joseph, qui était un catéchiste, comme Tokowali, oncle de Senghor, comme Amadou Koumba, oncle de Ousmane Sosé Diop, ceux-là que, après Amadou Hampateba, on peut considérer comme étant les aînés du XXe siècle africain, sont caractérisés par le fait d'avoir été d'une part les estafettes, les premières estafettes de l'Afrique noire dans son cheminement vers l'Occident, en même temps qu'ils ont été ces estafettes pour aller vers l'aventure occidentale, ils ont aussi été, notamment grâce à ses oncles, à ses tuteurs qui les ont accompagnés, ils ont été les ultimes gardiens du temple de l'identité africaine. Ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont dit, était conforme avec la mission qu'ils s'étaient donnée, qui était celle d'apprendre sans oublier, apprendre l'Occident, apprendre la modernité. Et sans oublier l'Afrique, leur identité, les langues africaines, l'histoire de l'Afrique, les valeurs morales traditionnelles. Parce que l'Afrique, jusque-là, avait pour sa part contribué à définir la place de l'homme dans la société, la place de la famille, etc. Et il fallait cet héritage de l'Afrique, ne pas l'oublier, ne pas le perdre. Et ils ont, les uns et les autres, contribué à faire ressortir cet héritage. Je souhaiterais beaucoup qu'on continue d'intéresser les jeunes dans nos écoles, dans nos universités, à sauvegarder ce patrimoine de la culture africaine traditionnelle, l'humanisme de l'homme noir, qu'on se souvienne des contributions de notre continent par-delà sa balkanisation, par-delà sa colonisation, des grandes contributions de l'Afrique noire dans la culture humaine. Joseph Kizerbo a dit que la Renaissance africaine, il la voit dans un retour sur soi
à un niveau supérieur. Je crois que notre histoire a apporté des réponses à diverses questions qui sont encore présentes dans notre monde moderne. Joseph Kizerbo a dit que l'empire du Mali et l'empire du Songhai, quelques-uns des empires qui ont précédé la colonisation, ont enseigné, ont donné leur version de la manière de concilier les identités, de concilier les ethnies, de concilier les minorités et d'organiser la coexistence des minorités dans un ensemble vaste. Ils ont rappelé les leçons apportées par la charte du Mandé. Et ce sont toutes ces valeurs qu'il faut approfondir et enrichir à l'exemple de ces aînés du XXe siècle. Chacun d'eux a contribué à sa façon à faire connaître cette histoire, ce passé, à l'enrichir et à contribuer à faire en sorte qu'on s'en souvienne, qu'on l'approfondisse et qu'on s'en serve comme viatique. L'objectif étant, lui, d'apprendre de l'autre, mais d'apprendre sans oublier, sans s'oublier soi-même, sans oublier ce qu'on représente. C'est là un peu une mission que je voudrais confier aux enseignants, aux apprenants de l'Afrique noire dans leur rencontre avec le monde. Nous avons beaucoup de choses à apporter au monde. Nous ne connaissons pas toujours suffisamment ce que nous pouvons apporter au monde et qui est utile au monde. C'est cela que je voulais vous dire en vous remerciant de vos contributions dans le livre et particulièrement en remerciant ceux d'entre vous qui ont aidé à faire cette présentation aujourd'hui. 5 personnes qui voudraient intervenir. Si ces interventions ne sont pas très longues comme je le souhaite, on pourrait encore prendre 2 ou 3 autres avant de passer à la dédicace du livre. Et je rappelle toujours, hein, peut-être que je suis désagréable sur cette affaire, un livre ça s'achète. Hein? On ne vient pas voir l'auteur dire oui, mon exemplaire. Donc avant qu'on ne passe à l'achat et à la dédicace des livres. Je vais donc donner la parole à Mamadouba, maître de conférence, professeur de lettres à l'UCAD de Dakar, spécialiste entre autres d'Aimé Césaire. Mamadouba, tu as la parole. Le premier témoignage, c'est bien sûr Mme Kestelo qui a insisté, qui a envoyé un message et qui a appelé pour dire à Cheikh Hamidou Kane qu'elle est de tout cœur avec nous dans cette cérémonie. Alors donc, je voudrais faire ce premier témoignage. Le second témoignage que je dois te faire aussi, c'est que j'ai eu le privilège rare d'avoir accompagné, je ne peux pas dire Cheikh Hamidou Kane, c'est devenu maintenant un auteur, on ne peut pas dire doyen ou grand ou père ou oncle, c'est Cheikh Hamidou Kane. Donc je l'ai accompagné à BYU, Brigham Young University, aux États-Unis, qui ont fêté le 50e anniversaire de l'aventure ambiguë, en organisant, c'est pour ça que je témoigne, en organisant un colloque de la dimension de ce qu'ils organisent pour les prix Nobel. Donc le calibre qu'il a là-bas aux États-Unis, c'est le calibre qu'il donne au prix Nobel de littérature. Je pense que je me devais de faire ce témoignage. Alors le troisième témoignage que je veux faire, ceux qui s'intéressent à la littérature savent aujourd'hui le concept clé dans les études littéraires, c'est le concept d'hybridité. Hybridisation, dans le monde entier, dans toutes les universités, c'est le concept clé. Et il faut rappeler, ce mot vient de quelque part.
Tout le monde a vu l'aventure ambiguë, tout le monde a vu, je suis devenu hybride. Je ne suis plus un Occident distinct face à une Afrique distincte, je suis une part d'île, je suis devenu hybride. Et ce mot hybride, que les Indiens, ce sont les profs indiens qui sont aux États-Unis, l'ont mobilisé, en ont fait un concept qui aujourd'hui est à la base des études littéraires. Donc je pense que c'est la suite aussi de l'aventure ambiguë. Alors le quatrième, il y a deux petites remarques et c'est fini. La quatrième remarque, c'est que quand on organisait le colloque, les rappeurs avaient organisé une journée qu'ils avaient appelée Wache, l'aventure ambiguë. Et donc pendant toute la journée à Guédiawaye, du matin au soir, ils se sont relayés pour lire tous les livres en entrecoupant de musique rap. Et pendant cette journée, à la fin, le professeur Amadouli s'est découvert des dons de rappeurs et il a lui aussi fait son poème rap. Malheureusement, ça n'est pas dans les actes. Quelque chose de perdu. Voilà. Ah bon? Oui. Bon, dernière remarque. Donc, ça fait très longtemps que nous ne mettons plus l'aventure ambiguë au programme à l'université parce que souvent, les élèves l'ont tellement appris au lycée qu'ils ont l'impression que c'est de la répétition et de la redite. Bon, mais j'ai appris apparemment que c'est un peu moins le cas maintenant. Et cette année, nous l'avons remis au programme des premières années à l'université. Merci, professeur. Je pense qu'il était temps qu'un Sérère parle, puisque depuis le début, donc, ce sont un peu les Alpulaar qui monopolisent la parole et qui quand même, même si mon nom, mon patronyme ne le laisse pas penser, donc je suis Sérère Bontin, qui malheureusement ne parle pas sa langue maternelle. Ok. Donc, d'abord, je remercie ces prestigieuses personnalités qui se sont exprimées ici pour présenter les actes du colloque sur l'aventure ambiguë. L'aventure ambiguë, qui est un livre que j'ai lu très tôt, hein, mais j'avoue aujourd'hui qu'à l'époque je ne l'avais pas compris puisque j'étais à l'école primaire. Mais j'étais tellement ému par la mort de Samba Diallo, hein, que je suis resté des jours à pleurer donc sa fin tragique. Maintenant, quand je suis devenu un peu grand et que j'ai lu le livre, j'ai su pourquoi ce livre m'avait charmé et m'avait séduit. Donc, parce que moi je pense qu'en fait, ce livre est un roman d'une haute facture littéraire, ça on n'a pas besoin d'en discuter. Un roman qui tient aussi bien de la littérature philosophique que du roman d'aventure, du roman de retour d'aventure. En tout cas, un roman qui, sur le plan esthétique et idéologique, nous a permis en tout cas d'avoir une idée sur une époque que nous n'avons pas connue et qui a été également un roman historique parce qu'il a donné un large aperçu sur des pans entières de l'histoire du Fouta, un document historique également, hein, puisque c'est un roman qu'on peut considérer comme un livre ethnologique qui permet justement d'avoir des connaissances sur la culture du Fouta à une certaine époque. Donc, c'est un roman également qui nous apprend beaucoup de choses sur cette période qui a été difficile, qui a été ambiguë comme l'aventure de Samba Diallo, cette époque que j'appellerais l'époque du grand dérangement africain, hein, pour un peu paraphraser les Québécois. Parce que tout simplement, ce face-à-face, cet accrochage, je dirais, avec l'Occident, s'est fait avec beaucoup de violence, et il y a eu des conséquences qui sont encore visibles dans notre société actuelle. Mais je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vais terminer peut-être par une question que je vais vous poser. Est-ce que ce n'est pas parce que, comme nous, vous avez eu un petit pincement au cœur au regard de la fin tragique de Samba Diallo, que vous avez écrit Les Gardiens du Temple et créé le personnage de Salif Ba? Je termine par cette question. Merci, monsieur le modérateur.
2012-2017, ça fait un bon bout de temps. Le colloque a eu un immense succès à la raison de la présence de nombreux hommes de lettres, d'hommes de culture également, et d'autres invités de marque qui viennent d'ailleurs. Le seul regret cet après-midi, c'est de n'avoir pu mobiliser, quoiqu'il y ait eu quand même une assistance de qualité. Je salue la présence, on l'a fait, de tonton Fadel Dia, Laman, tonton Souri, qui était voisin et ami de ma tante Nenkoubadia. Il y a eu quelques impairs, dus peut-être en raison de ce bout de temps, de la perte de certains emails. C'est hier à cette heure que j'ai reçu l'invitation, que j'ai diffusée et que les gens certainement n'ont pas vu. Des gens ont perdu leur téléphone. Donc voilà. Il y a eu aussi des incidents malheureux, tout comme heureux. Vous l'avez dit, Amadou. Il y a eu beaucoup de promotions. Ça nous porte bonheur. Le colloque nous a porté bonheur. Des incidents malheureux, c'est la vie. On déplore la perte. Bon, c'est la volonté divine de notre collègue Feu Bassiroudien. Feu tonton Ibrahima Won. Bassirou s'était impliqué physiquement et intellectuellement. Il a eu à modérer 2 ateliers. C'est pourquoi on aurait pu quand même lui réserver 1 minute de silence. Il y avait la présence de Abou Touré et de Omar Sankaré qui étaient participants. Alors, cela dit, vous l'avez dit, l'aventure ambiguë qui reflète la condition humaine est une œuvre majeure à portée universelle. À chaque fois on le lit, on ne finit pas d'épuiser les ressources culturelles, linguistiques. Je prends un seul exemple. C'est le discours de la Grande Royale. Quand j'explique à mes élèves d'abord, quand j'étais jeune prof au lycée Kennedy, à mes étudiants, ce fragment, un large fragment d'ailleurs, je me focalise sur les qualités d'orateur de la Grande Royale. Quand elle évoque les images tirées du terroir africain, le langage imagé, les nombreuses métaphores. Et au fil des ans, je découvre une autre richesse qui fait la vitalité de ce fragment. À travers les parcours de lecture, je vois, et c'est un article qui m'occupe, qu'il y a 6 fonctions de Jacobson qui s'investissent dans ce discours de la Grande Royale. Je vais aller vite. La fonction fatigue, la fonction expressive, la fonction référentielle, etc. Donc je suis en train de travailler sur cet article et ce qui fait la vitalité de l'œuvre. Autre chose, Mamadou vous l'avez dit, et je parle sous le contrôle de ma collègue Madame Dia, Mariam Alfassi. Il y a un court fragment sur le portrait de la Grande Royale. Les étudiants s'y jettent souvent en raison de la brièveté. On a d'anciens étudiants qui sont là, les coudis sont là, Aminata Aïdara. Ce court fragment qu'aiment bien les stagiaires parce qu'il est court est très riche et la plupart du temps ils survolent le texte. C'est là où vous dites, cher oncle, que la voilette de gaze blanche recouvrait son visage, boubou bleu, lui couvrait donc tout le corps jusqu'au babouche jaune. Également, vous parlez du regard impérieux de cette grande dame qui est la Grande Royale. Donc, à un certain moment, quand on dit qu'il chevauchait ou qu'il traversait à cheval le pays, les élèves sont étonnés de voir la Grande Royale traverser à cheval certaines contrées. Un portrait donc très riche qui fait la vitalité de l'œuvre. Je crois que je vais m'en arrêter là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en réitérant, cher oncle, mes félicitations. Et vous souhaite une bonne vie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis honoré de participer à cette cérémonie et comme celle qui vient de parler tout à l'heure l'a dit, dommage qu'il n'y ait pas un public plus important en termes de nombre, mais la qualité y est. Moi, en tant que contributeur, je vais faire d'abord un témoignage sur l'auteur, parce que l'aventure ambiguë, comme la plupart d'entre nous, est un texte qui nous a parlé très tôt
et qui nous a accompagnés toute notre vie d'adolescente et qui continue de nous interpeller dans notre vie d'adulte et de responsable institutionnel ou tout simplement intellectuel. Donc, du point de vue de l'adolescence, je vais commencer par raconter mon histoire personnelle pour vous dire que la Grande Royale transcende les identités. Moi, je suis Diagne, donc Wolof, habitant à Ouakam, qui se querelle tout le temps avec mes parents Lebou, qui me disent Alab Lebou. Je leur dis non, moi c'est Diagne Nar. Je ne suis pas voilà, du Cayor, je ne suis pas un Lebou. Donc, c'est un texte qui m'a accompagné dans mon enfance, parce que dans mon histoire personnelle, j'ai eu une Grande Royale à travers la grand-mère de mon père. Mon père n'a pas connu son père. Son père est décédé avant sa naissance et 2 ans après, sa mère est décédée. Ce qui fait qu'il a été éduqué par sa grand-mère, qui était une Grande Royale, d'autant plus qu'aujourd'hui, même quand on chante les louanges de notre famille, on ne suit pas les hommes, c'est elle qu'on suit. C'est très rare aujourd'hui dans nos sociétés très phallocratiques où quand on fait les louanges d'une famille, c'est une dame, c'est à une dame qu'on fait référence. Et c'est d'autant plus important pour moi que c'est cette dame-là qui s'est occupée de l'éducation de mon père, mais également c'est sa sœur, c'est sa fille, c'est-à-dire la mère de mon père qui s'est occupée de mon éducation, c'est-à-dire c'est elle qui m'a mis à l'école. Avec ma propre mère, mon père ne s'occupant pas très peu de ça, étant un grand cultivateur qui n'aimait que les champs. Et l'histoire a fait que c'est le jour de mon retour, de ma rentrée de France, c'est ce jour-là que cette dame a rendu là. C'est-à-dire 15 minutes, le temps que j'arrive, on se serre la main, il me regarde, elle était mourante. C'est après que j'ai compris. Le temps que j'aille dans la douche et je reviens, elle a rendu là. Les gens m'ont dit que celle-là, elle t'attendait. Elle voulait voir son petit-fils qu'elle a envoyé en France venir avant de rentrer là. C'est vous dire comment, en tout cas, on se retrouve dans beaucoup de choses sur cette histoire de l'aventure hamburguée à travers les personnages. Autre témoignage que je voudrais faire, c'est sur l'auteur. Toujours étant en France, peut-être il ne se rappelle pas de cela. Au début des années, je pense que c'est en 2001 ou 2002, à l'école des mines de Paris, vous avez été convié je pense que c'était sur l'aventure ambiguë, ou sur l'ensemble de votre œuvre, et qui connaît vraiment ce que représente l'école des mines dans la formation des cadres. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est Sciences Po ou ENA, mais les grands de l'administration française sont formés à l'école des mines, où il a été invité. Je pense que ce jour-là, j'étais le seul jeune étudiant sénégalais qui était là. J'étais ébahi comment cette crème de la société française l'avait accueilli en nombre et l'avait célébré, comme l'a un peu dit le professeur Ba, avec effectivement là où il a été également célébré, pour vous dire l'importance et la reconnaissance de cette figure qui aujourd'hui, en tout cas, partout où vous allez dans le monde en tant qu'intellectuel, ressurgit et continue à nous parler. C'est dans ce sens que j'ai dit effectivement, c'est vraiment un auteur qui nous a accompagnés à travers son œuvre dans notre jeunesse, qui nous a aidés à maturer et qui continue de nous interpeller dans ce que nous sommes en tant que responsables, en tant qu'intellectuels, dans nos différents niveaux d'activité. Parce que c'est là où vraiment cette œuvre est une œuvre indépassable, à travers ces figures fortes, qui, à force de les lire, nous rendent frémissants sur beaucoup d'aspects. Parce que si nous prenons, comme elle l'a dit, la figure de la Grande Royale, on n'a pas fini d'exploiter cette figure, ce qu'elle représente et ce qu'elle peut représenter. Cette question d'hybridité qu'elle a su bien. Moi, je l'ai démontré, j'ai parlé de la prêtresse de la parole, pour montrer l'importance, comment, dans une société orale, la parole est importante, comment, à partir, effectivement, et ce côté visionnaire, ce côté iconoclaste, en invitant les dames dans l'espace public. Aujourd'hui, les combats que nous sommes en train de mener, c'est des combats que la Grande Royale aura menés déjà et aura gagnés, parce qu'elle les aura introduites dans l'éternité à travers cette œuvre majeure. Ce qui fait que,
c'est toujours avec de l'émotion, en tout cas, que moi personnellement, je parle et de l'auteur, et à chaque fois que je le vois, j'ai eu également l'occasion de le rencontrer lors de la cérémonie de dédicace du livre de Christian Valentin au niveau de la Fondation Senghor. Je frémis toujours parce que c'est ce personnage-là qui reste, et je suis vraiment d'avis qu'effectivement on devrait faire quelque chose pour 2018 pour que vraiment ça soit une année où nous le célébrons. Parce que nous avons besoin de ça. Nous sommes toujours dans un monde qui chavire à tout point de vue. Il y a des questions qui nous interpellent. Il y a l'histoire de nos jeunes qui meurent en milliers dans les déserts, qui sont vendus en esclaves un peu partout dans le nord de l'Afrique et même ailleurs. On ne sait pas ce qui se passe en Arabie Saoudite avec nos jeunes filles qui sont à la fois des maîtresses, des bêtes de somme, voilà, tout ce que vous voulez. Et je pense que ces questions-là, c'est important de les poser d'en faire une lecture à partir justement de ces perspectives que l'aventure Ambugui a soulevées et qui continue à être traitée dans par exemple, dans les gardiens du temple et tout ça. Ce qui fait que vraiment j'exhorte, s'il y a une possibilité d'agir, c'est-à-dire de poser des actes au sortir de cette cérémonie pour aller vers effectivement l'effectivité de la prise en charge de cette année 2018 comme une année chez Hamidou Kane. S'il y a une possibilité de travailler dans ce sens, moi je suis preneur, j'ai mes réseaux, je peux aider dans les limites de mes moyens à mettre forme vraiment ce vœu. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Ce sont les Algériens qui nous ont Je vous remercie de me donner la parole. Je me réjouis également de la publication de ces actes. Et je voudrais dire deux petits mots. Moi également, j'ai eu la chance de voyager avec Cheikh Hamidou Kane à Nouakchott dans des activités littéraires. Il a également été célébré comme un roi là-bas. Et son ouvrage suscite partout dans le monde donc des intérêts. Et là, ça me pousse à dire que s'il est certain que l'école des Blancs apprend à lier le bois, à mieux lier le bois, et que les hommes doivent apprendre à se construire des demeures qui résistent au temps, Cheikh Hamidou Kane aura appris à nous produire un ouvrage qui demeure non seulement qui résiste au temps, mais qui demeure un ouvrage d'actualité, parce que chaque événement qui se produit actuellement nous rappelle les événements qui ont causé l'assassinat de Samba Diallo, avec l'intégrisme qui sévit un peu partout dans le monde actuel. Deuxième chose, c'est une question que je vous pose. En 2012, lorsque le peuple sénégalais agitait l'idée du nouveau type de Sénégalais, vous déjà en 2004, vous étiez en train de faire le portrait de l'homme, du nouveau type d'homme. Est-ce africain? Est-ce sénégalais? Est-ce un nouveau type mondial, puisqu'on est dans la mondialisation? Où en est ce projet? Je vous remercie. Je voudrais vous remercier très sincèrement de m'intimer l'ordre de prendre la parole, et je défère à cette demande, d'autant plus qu'il s'agit de M. Cheikh Hamidou Kane, que nous tous avons connu à travers son livre qui est devenu fameux et un classique de la littérature africaine, mais aussi mondiale. C'est vrai que je ne suis pas venu pour prendre la parole, mais je voudrais simplement dire, reprenant
ce que mon collègue, le professeur Amadouli disait, que l'année 2018 doit être l'année Chamidou Kane. Je dis chiche, je voudrais d'ores et déjà vous dire que j'y adhère totalement. Et je voudrais d'ores et déjà dire que non seulement je suis disponible pour accompagner, mais je vais accompagner selon des formes. M. Abdoulaye Diallo sait ce qu'on peut faire dans ce domaine-là pour que l'événement réussisse et réussisse pleinement. Des Khan, j'en ai beaucoup lu maintenant. Abdoulaye Eliman Khan, Moustapha Khan, ancien gouverneur de Ziguinchor, d'abord Chamidou Kane, et peut-être que, voilà un de mes anciens professeurs, le professeur Sambaka, qui me connaît, et donc voilà. Donc d'une certaine manière, je pense que il y a certes ces strates de la formation coranique que l'on connaît, mais dans le même temps, les Khan commencent maintenant à nous servir de la bonne littérature. Et je crois qu'il faudrait que l'on sache que dans ce pays, véritablement, il commence à constituer une classe d'érudits que je salue. Et voilà ce que je voulais vous dire, tout en saluant cette manifestation. C'est dommage que par rapport au colloque, je ne sais pas si le courrier est passé entre mes mains, mais je cherche dans ma tête. Quand j'ai vu qu'il y avait aujourd'hui la présentation du livre qui sanctionne les actes de ce colloque, vous avez vu, je n'ai pas hésité une seule seconde pour me présenter. Donc, ce genre de manifestations, lorsqu'elles ont lieu, il vaut mieux que tout le public puisse vraiment savoir que c'est ici, parce que ici, c'est la salle Amadou Aliguen, et son nom est tout à fait évocateur des belles lettres, mais aussi de ce qui, à Dakar, est d'une certaine manière la fête de l'esprit, l'illustration de ce que nous avons aussi de bon dans notre culture. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à M. Kane, à M. Lia et à l'ensemble des membres de ce beau plateau. Et je salue aussi donc l'audience. Je voulais dire tout simplement que, comme je m'associe donc au témoignage de ma première lecture de l'aventure ambiguë, quand j'étais en 4e à Ziguinchor, mais j'avais rien compris. Donc ça m'avait fasciné, parce que j'étais un rat de bibliothèque, et j'ai tenu à lire le roman une deuxième fois en seconde, et là j'ai compris. La fascination que j'ai eue pour l'aventure ambiguë, quand j'ai appris le colloque en 2011, j'ai participé presque à toutes les présentations, toutes les communications, et même j'ai demandé à M. Ba, parce que la même année j'ai voyagé aux États-Unis, j'ai demandé à M. Ba plusieurs fois si je pouvais avoir les communications. Il m'avait dit que c'était en voie de publication, mais en fin de compte, il me les a envoyés l'année dernière. Parce que quand j'avais insisté, c'est que quand j'allais aux États-Unis, je travaillais sur l'esthétique africaine, je voulais faire tout pour traduire certaines communications et les enseigner. En fait, j'ai pu enseigner donc la précédence et l'antériorité de l'Organisation des civilisations africaines sur les civilisations européennes. Et j'ai montré que nous n'avions pas un problème de genre et de sexisme. Et j'ai pris l'exemple de l'aventure ambiguë pour montrer que nous, la femme compte mieux, plus que l'homme. Je leur ai dit que, si vous prenez l'exemple du Sénégal, il est plus facile de se battre quand vous insultez quelqu'un de mère que quand vous l'insultez de père. Et ça, j'ai tenu à expliquer ça. J'ai aussi expliqué que nous avons eu la possibilité
n'est-ce pas, d'avoir des empires comme l'empire Torodbe. Je lui ai expliqué donc qu'il y avait donc cette possibilité où des gens qui ont été élus, des membres qui ont été élus sont revenus parce qu'il y avait une société démocratique où les gens quand même avaient une organisation politique qui était déjà bien assise. Alors je voulais tout simplement dire que je continue donc à demander à M. Ba à ce qu'il soit possiblement maintenant d'avoir la permission de pouvoir traduire certaines de ces communications pour pouvoir les enseigner, si c'est possible. Donc je n'avais pas de questions, je voulais tout simplement témoigner de cela, n'est-ce pas, et montrer aussi donc notre fascination toujours pour ce roman-là. Merci beaucoup. Donc, merci. Et bonsoir, chers professeurs, éminents invités. Je suis vraiment honoré donc, de me retrouver parmi ces grandes personnalités, ces grandes figures qui ont marqué vraiment notre cursus, je dirais même notre éducation. Et quand je dis que ils ont marqué notre éducation, particulièrement l'œuvre de cet éminent auteur, Cheikh Hamidou Kane, qui fait partie de notre chair et de notre sang. L'aventure ambiguë, je peux dire qu'il fait partie de notre chair et de notre sang. Vous me direz pourquoi? Parce que c'est sacré. C'est Dieu qui le dit. Bon, je ne suis pas un hafiz en Coran, mais Dieu dit dans le Coran, Innama amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. En substance, si nous voulons qu'une chose existe, il suffit que nous disions à cette chose-là existe, soit. Et dans la Bible, il est dit, au début c'était le verbe. Et justement, dans le roman L'aventure ambiguë, l'écriture se fait verbe. L'écriture se fait chair, l'écriture se fait sang, parce qu'on le sent avec S-E-N-T. Dans l'oralité. On a beaucoup glosé sur ça. Et donc je pense que, même sur le plan même de l'expression, mon collègue nous a lancé un peu un pic en disant les Toucouleurs ont monopolisé la parole. Je lui renvoie la balle. Que je peux vous dire, vous les Sérères, vous avez votre Senghor, mais nous aussi, Toucouleurs, nous avons notre Cheikh Hamidou Kane. Et sur le plan de l'expression, surtout non seulement sur le plan du contenu, mais de l'expression, on dit souvent que qui dafa dégg tubaab, mais Cheikh Hamidou Kane dafa dégg tubaab. Ça aussi vraiment. Et ce n'est pas une question de déraciner. Dans la problématique de l'écrivain africain et la langue française, il a choisi son camp. Il a démontré de façon magistrale que toute langue, pourvu qu'elle soit bien maîtrisée, pouvait véhiculer n'importe quelle culture, toute culture. Et il a magistralement exprimé avec vraiment un verbe rarement égalé l'essence, la quintessence même de la culture africaine. Et ça vraiment, c'est un hommage vraiment qu'il a rendu à tous les Africains, à tous les Sénégalais que nous sommes. Maintenant, pour poser une question, la mort de Samba Diallo m'a toujours intrigué et m'a toujours, en tout cas, hanté. Cette mort-là, bon, on peut dire que je vais ressurgir un vieux débat. Mais cette œuvre-là, les questions qu'il pose ne se dépassent jamais. Mais est-ce que cette mort, pour moi, est-ce que la mort ne signifie l'échec de l'hybridation, ou bien de l'hybridité dont tu as parlé, professeur Ba, et l'échec même de la civilisation de l'universel, parce que c'est un mot d'enracinement et ouverture. En un mot, en d'autres mots, comment peut-on aujourd'hui prétendre vivre sa tradition, sa culture, son histoire dans un contexte où la modernité nous hante? On ne peut rien faire sans la modernité. Et regardez les technologies de l'information et de la communication. Comment pourrait-on vivre? Comment peut-on allier
tradition et modernité dans ça. Est-ce qu'on a développé une sorte de technologie des valeurs culturelles pour essayer de contrebalancer cette technologie qui nous vient d'ailleurs? Ça, c'est une question que je pose. Maintenant, malheureusement, en parlant de langue, pour vraiment donner un peu, c'est malheureux, mais je voulais même déclamer quelques vers, moi je dis vers ou bien versets du roman, parce que l'œuvre est poétique. Mais, non, je dis que, bon, pour ne pas abuser, mais je vous demande, dans la célébration des 90 ans, que vous me permettiez de déclamer cette belle poésie qui est dans l'aventure. Ce sera ma modeste contribution. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais rapidement remercier tout le monde, en commençant d'abord par le présidium, avec le professeur Chamidou Kane, le professeur Abdoulaye Liman Kane, le professeur Amidou Dia et le professeur Amadouli, qui a dirigé ma thèse. J'ai en face de moi également mes professeurs de l'école normale supérieure. Je vais citer Mme Mariam Alfassi, Mme Kourokan et mes chers collègues. C'est vrai, je crois que cette célébration doit servir à quelque chose. Tout à l'heure, celui qui m'a précédé a parlé du niveau de langue, c'est important. Depuis quelque temps, nous assistons à la sortie de romans, de plusieurs romans, qui absolument pose problème du point de vue de l'écriture. Il faut dire que l'aventure ambiguë possède des qualités rédactionnelles extraordinaires. Nous avons maintenant une floraison de livres qui sortent, qui sont très mal écrits. Et je dis souvent qu'il ne suffit pas tout simplement d'avoir une histoire pour pouvoir écrire un roman. Ça pose problème. 50 ans après, comme l'os de Morlam, l'œuvre est succulente. Nous l'avons dit. Et là, nous reprenons Italo Calvino qui disait qu'un classique, c'est un ouvrage qui n'a pas fini de dire ce qu'il a à dire. L'aventure ambiguë est un classique. Et c'est important. Deuxième élément, il y a 10 ans, nous avons été à l'université de Nanterre, le professeur Amadouli, feu, le professeur Bassirou Dien et autres, et nous-mêmes, et nous avons assisté à un colloque intitulé L'imaginaire royal. Et à travers ce colloque, ce sont les historiens, les archéologues, les littéraires qui s'étaient réunis pour parler d'une œuvre. Tout à l'heure, on a parlé de la Grande Royale. Quand vous interrogez les historiens, ils vous parleront de la Linguère Ngoné Latyr. La Linguère Ngoné Latyr, à l'âge de 15 ans, a dirigé la grande bataille de Ngangarang qui a eu en 1695. Son père, Lapsuka Ngoné Dieye, était malade au point qu'il était alité. Il a été attaqué par les morts du Trarza. Et les esclaves sont venus lui dire que désormais c'est fini, nous serons tous esclaves. Et les larmes coulaient. La jeune fille, à l'âge de 15 ans, demanda à tout le monde de sortir et ferma la porte à double tour, en disant à son père, sèche tes larmes. Nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau au point qu'on nous confonde. Laisse-moi enfourcher ton cheval, laisse-moi porter ton manteau, laisse-moi monter ton cheval et laisse-moi porter tes chaussures. La seule chose que je changerai aujourd'hui, c'est la devise du cheval qui avait pour nom Maganer, qu'il est bon d'avoir un grand frère. À partir d'aujourd'hui, je nomme le coursier Ndéelnek, secret de chambre. Si les gens d'Idor le savent, c'est que quelqu'un d'Idor l'a raconté et je sais que ce ne sera pas toi. C'est elle qui a conduit la grande bataille de Ngangarang en 1695. Quand elle est sortie, les populations ont dit que le roi est guéri. Et lorsqu'on célébrait la victoire, elle a enlevé son foulard et les rastas jaillissaient. Elle a dit Gour Bakhna, Djigen Bakhna. Et c'est ça la grande royale. Lorsqu'il s'est agi d'envoyer les enfants à l'école, qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut que l'élite précède parce qu'elle est la mieux conjurée, parce qu'elle est la mieux préparée pour conjurer le danger. Les qualités de l'écriture, j'en parlais tout à l'heure. Écoutons Cheikh Hamidou Kane. Ses yeux étaient implorants, sa voix mourante, son petit corps mort de fièvre, son cœur battait follement. Cette parole qu'il ne comprenait pas et pour laquelle il souffrait le martyre, il l'aimait pour son mystère et sa sombre beauté. Cette parole qu'il enfantait dans la douleur, elle était l'architecture du monde, elle était le monde même. Cheikh Hamidou Kane avec le cinéma, parce que c'est une œuvre cinématographique. Écoutons Samba Diallo après avoir récité, en posant sa tablette, fixe Serigne Thierno et dit: l'homme était vieux, maigre, émacié, tout desséché par ses macérations, il ne riait jamais. Les seuls moments d'enthousiasme qu'on peut lui voir étaient ceux pendant lesquels il plongeait dans ses méditations mystiques ou qui étaient récité la parole de Dieu. Les moments étaient nombreux par contre, où poussé par la colère ou les bébés d'un disciple, il se laissait aller à une violence d'une brutalité inouïe. Mais on l'avait remarqué, lorsque Samba Diallo s'était fourvoyé, c'était encore plus grave. Alors, verge, bûche enflammée, tout ce qui lui tombait sous la main servait au châtiment.
Samba Diallo souvenait qu'un jour, pris d'une colère démente, le maître avait sursauté, l'avait précipité à terre et l'avait furieusement piétiné, comme font certains fauves de leur feu. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Ah, c'est la petite royale qui va parler de la grande royale. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bonsoir à notre mam, cher Hamidou Kane. C'est avec allégresse que je m'apprête à lire ce passage devant tous mes chers esclaves, les tout couleurs. Lorsqu'il leva la tête, son regard rencontra un grand visage altier, une tête de femme camitouflée, une légère voilette de gaze blanche. On l'a nommée la Grande Royale. Elle avait 60 ans et on lui en donnait 40 à peine. On ne voyait d'elle que le visage. Le grand boubou bleu qu'elle portait traînait jusqu'à terre et ne laissait rien apparaître d'elle que le bout pointu de ses babouches jaunes d'or lorsqu'elle marchait. La voilette de gaze entourait le cou, couvrait la tête, repassait sous le manteau et pendait derrière, sur l'épaule gauche. La Grande Royale, qui pouvait bien avoir 1,80 m, n'avait rien perdu de sa prestance malgré son âge. Infini. La Grande Royale nous a vraiment marqués. Et j'aimerais bien poser cette question à notre mam. Quel est le vrai nom de la Grande Royale? Merci. L'année à venir, ce sera l'aventure ambiguë, mais aussi, surtout, les gardiens du temple. Hein, j'insiste, cher aussi, aimerait bien qu'on fasse un sort spécial aux gardiens du temple. Or, il n'empêche qu'on y reviendra. Moi, ce que je voulais surtout souligner, c'est ma joie quand même. Finalement, nous avons pu faire ce lancement dans des conditions difficiles. Il n'y avait pas la quantité, mais il y avait la qualité. Il y a eu de très très bonnes... je dirais simplement un mot pour finir sur la qualité littéraire. On n'a pas beaucoup insisté sur la qualité littéraire et je me suis beaucoup interrogé sur cette qualité littéraire. Dans leur génération, qu'ils fussent professeurs ou médecins ou avocats, tous ils maîtrisaient parfaitement la langue française qui est encore notre langue officielle. Et il l'a maîtrisé au point que peut-être il pouvait rivaliser avec les plus grands écrivains français. À la différence d'un Balzac, à la différence d'un Zola, le texte de Cheikh Hamidou Kane brille parce qu'il est dépouillé. On n'a pas toutes ces descriptions de portraits achevés, sauf peut-être quelques notations rapides sur les personnages, la Grande Royale, le maître, etc. Mais on n'a pas une image de Samba Diallo, on ne voit pas comment il le décrit. Le cadre, le milieu physique est complètement omis. On n'a que les grandes notations, le ciel, le fleuve, même pas la brousse. Simplement, voilà, la terre, la couleur ocre de la terre, le ciel, les étoiles, le soleil, voilà ce qui apparaît. Donc, un dépouillement extrême. Pourquoi? Pour pouvoir insister sur l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas l'aspect physique, c'est l'intériorité. Et tout est intériorité, tout est discussion mise en avant, échange sur des intériorités, sur des problèmes qui se passent dans la tête, dans le cerveau. C'est quelques notations que je voulais dire comme ça, n'est-ce pas? Lier le bois au bois. Il y a beaucoup de contresens là-dessus. Enfin, de mon point de vue. Quand on va à l'école, on compte une bûchette, plus une bûchette, un bâtonnet, plus un bâtonnet. C'est par la première image qui vient, c'est ça. On les met ensemble, on les attache ensemble pour pouvoir compter. Actuellement, il y a des trucs en plastique qu'on vend, etc. Première image. Lier le bois au bois, nous savons le faire sans le blanc. Nos cases, nous les construisions nous-mêmes en liant le bois au bois. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas de la technologie occidentale, c'est le métal, c'est le fer, c'est l'acier. Le bois, ici, renvoie plutôt à notre manière d'apprendre à compter
a donc Abdullah Iliman Khan compté, n'est-ce pas, tu connais la numération, il y a cette truc-là que tu dois annoncer d'ailleurs. Donc il faudrait aussi qu'on revienne un peu sur tous ces éléments-là. Je n'ai pas le temps d'aller plus avant, mais enfin je tenais quand même à dire ces quelques mots-là. Merci. Merci beaucoup, professeur Amouli. La séance est levée, mais la cérémonie n'est pas finie. D'abord, j'avais dit seulement les étudiants de l'université, un master de Mariam Alpha.